Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du parquet national anticriminalité organisée avec Vanessa Perret, procureure de la République anticriminalité organisée. On parlera ensuite de la stratégie énergétique 2026-2035 avec Adrien Fourmont, avocat associé chez Janté. Et enfin, on parlera fiscalité locale, comment sécuriser ses bases avant contrôle avec Marie-Cécile Clémence, avocate fondatrice de M2C Avocats. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Lex Inside. Qu'est-ce que le parquet national anticriminalité organisée? On en parle tout de suite avec mon invité, Vanessa Perret, procureure de la République anticriminalité organisée. Vanessa Perret, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble du parquet national anticriminalité organisée, qu'on appelle aussi le PNACO. Avant d'entrer dans le fonctionnement, de quoi s'agit-il? Alors, le parquet national anti-criminalité organisée, c'est un parquet national qui a été créé à partir du 5 janvier 2026 par une loi qui avait été votée l'année précédente parce que notamment les députés et les sénateurs se sont rendus compte qu'il était intéressant d'avoir une structure nationale, comme il existait déjà pour le parquet national financier ou le parquet national antiterroriste, pour pouvoir conduire les enquêtes sur les formes les plus graves de la très grande criminalité organisée. C'est-à-dire que ce parquet, il va avoir dans son escarcelle des trafics de stupéfiants, du blanchiment, du proxénétisme, des filières d'immigration clandestine, mais seulement les dossiers qui sont du très haut du spectre de la très grande criminalité organisée. Quand on dit très grande criminalité organisée, c'est quoi concrètement? Alors, la très grande criminalité organisée, c'est par exemple quand il y a une pluralité d'auteurs qui sont très organisés et qui participent à des groupes criminels très organisés. C'est quand il y a par exemple aussi beaucoup de victimes, quand il y a des relations internationales et de la coopération judiciaire à l'étranger à diligenter, quand par exemple il y a des sommes très importantes qui sont blanchies et qu'on a des trafics qui sont très très structurés, qui intéressent pas seulement par exemple une région ou une ville en France, mais l'intégralité du territoire national avec des faits qui peuvent se passer à Marseille, à Lille, à Paris, de la drogue par exemple qui peut provenir de Colombie, qui peut passer par la Martinique, arriver à Paris pour ensuite être revendue et repartir par exemple en Belgique. Donc on voit que c'est extrêmement varié, que c'est très étendu aussi, c'est international. Donc comment est composé le PNACO pour réussir à juguler cette grande criminalité organisée? Alors, le parquet national anticriminalité organisée est composé pour le moment de 35 personnes, mais il est appelé à monter en puissance puisqu'on attend encore des effectifs en septembre 2026 et jusqu'en septembre 2027. Dans quelle proportion les augmentations? Alors, environ une vingtaine de personnes encore en plus, et c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des magistrats comme moi je suis magistrat, on a des greffiers, on a des personnels administratifs qui travaillent avec nous, mais on a aussi, par exemple, des policiers. On en a un, par exemple, qui est un commissaire qui travaille avec nous pour faire le lien justement avec les services de police. On a un colonel de gendarmerie, on a un douanier. On a des assistants spécialisés qui travaillent au départ pour l'administration des finances publiques, donc des inspecteurs des finances publiques. On a des personnels aussi qui proviennent, par exemple, qui sont ingénieurs, mais qui proviennent des services de police. Une équipe pluridisciplinaire justement pour lutter contre ces très grandes formes de criminalité organisée et aussi être à disposition de toutes les juridictions françaises et notamment celles qui s'occupent de la criminalité organisée pour apporter un appui, pour être une force de frappe nationale, pour qu'on puisse coordonner aussi tous les dossiers. Alors comment vous travaillez justement avec les autres juridictions? Alors avec les autres juridictions, eh bien, on récupère des dossiers. Donc les juridictions interrégionales spécialisées, il y en a 8 en France. Les fameuses GIRS? Les fameuses GIRS, exactement. Elles vont être avisées de dossiers, par exemple, qui se passent dans leur région. Et là, elles vont se dire, on a l'impression quand même que ce trafic dépasse notre seule région.
Donc on va appeler le parquet national anticriminalité organisée parce qu'on a l'impression que c'est un dossier qui a une certaine ampleur. Et donc nous, du coup, on va décider ou pas de se saisir de ces dossiers parce qu'on considère qu'ils ont vraiment des ramifications partout sur le territoire national et que du coup, notre plus-value est importante et qu'on va pouvoir travailler soit aux côtés, on peut être co-saisi, c'est-à-dire travailler ensemble avec D'accord. une juridiction interrégionale spécialisée et se partager les investigations, soit décider d'évoquer cette affaire et de la traiter nous-mêmes. Donc, équipe pluridisciplinaire, ça veut dire que vous avez des moyens assez conséquents aussi pour accompagner justement cette équipe? Alors, on a eu des moyens effectivement, puisque on a eu déjà la possibilité de recruter ces personnes supplémentaires pour lutter contre la criminalité organisée. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de les mettre à disposition de ce parquet national, mais aussi du coup de faire de la coordination et s'assurer que les procédures sont bien traitées et que en fait on n'a pas de trou dans la raquette et qu'on travaille bien tous ensemble. Alors, on sait qu'une grande partie de la délinquance, de cette grande criminalité organisée, elle passe aussi par des flux financiers qui intègrent l'économie traditionnelle. Comment on fait pour lutter contre ces flux financiers, justement, du grand banditisme, de la criminalité organisée? Alors c'est très important ce que vous dites et nous aussi on a décidé de mettre le focus sur ces flux financiers parce que des personnes qui sont dans des groupes criminels très organisés, ça rapporte déjà énormément d'argent et cet argent il ne faut pas qu'il soit réinvesti pour continuer les trafics et puis il n'y a pas de raison non plus qu'il soit réinvesti dans notre économie de manière tout à fait illégale. Donc nous on travaille vraiment beaucoup sur ces flux financiers, c'est-à-dire que dans chaque dossier du parquet national anticriminalité organisée, on a un magistrat qui est en charge de la criminalité organisée, et puis il y en a un qui est en charge des flux financiers. Et dans D'accord. chaque dossier, on essaye de regarder vraiment sous ces deux prismes les dossiers pour être sûr qu'on va aussi taper sur le patrimoine de la personne qui est mise en cause. On va saisir l'argent, démanteler les réseaux, mais s'assurer aussi que les flux financiers sont tracés. Alors le blanchiment, on le voit dans nos dossiers, il prend plusieurs formes. Il peut prendre la forme tout simplement d'achat de produits de luxe, de véhicules, de Des biens montres, immobiliers? des biens immobiliers également. Et puis, ça peut être aussi de l'argent qui est investi dans des sociétés qui blanchissent, qui peuvent ensuite, par exemple, servir à payer des travailleurs qui sont irréguliers, par exemple, dans des entreprises de BTP, ou ça peut être des circuits financiers un peu plus compliqués, avec notamment l'emploi de crypto-monnaies aussi, et avec des investissements à l'étranger, dans des pays qu'on essaye de tracer aussi en demandant des saisies et des confiscations dans ces pays Donc étrangers, ça veut dire effectivement. qu'il faut à la fois être capable de détecter ces flux financiers, mais aussi de pouvoir remonter parfois des montages juridiques qui sont complexes. Exactement, donc ça c'est le travail des enquêteurs et des magistrats du parquet national anticriminalité organisée, c'est-à-dire d'identifier quels sont les éléments de patrimoine d'une personne ou quels sont les investissements qu'il a pu faire, parfois sous le biais de sociétés écrans, parfois sous des faux noms, parfois par le biais de proches aussi qui sont utilisés pour réinvestir cet argent. Donc ça c'est tout le travail des enquêteurs et une fois que ces biens sont identifiés, on va demander à un juge l'autorisation de les saisir puis ensuite, on va demander au tribunal de les confisquer, c'est-à-dire de faire que ces biens appartiennent finalement à l'État et que la personne en soit dépossédée. Ces biens, ensuite, on peut demander via l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dont j'étais la directrice avant, de les vendre pour que ensuite ça aille au budget de l'État. Pour terminer, j'imagine qu'il y a aussi un volet coopération judiciaire internationale, puisque ces réseaux criminels sont internationalement organisés. Comment vous faites? Alors, bah, on fait de la coopération judiciaire internationale, c'est-à-dire qu'on prend contact avec nos homologues des pays qui sont concernés, les procureurs, les juges, en disant voilà, moi j'ai tel bien que j'ai identifié comme étant sur votre sol, je souhaiterais avoir une autorisation de pouvoir le saisir, et ce doit être un juge local, puisque les pays sont évidemment souverains, Bien sûr. qui le fait. Donc, du coup, on fait cette coopération internationale de cette manière-là avec dans 30 pays environ ce qu'on appelle des magistrats de liaison, c'est-à-dire des magistrats qui sont du ministère de la Justice français et qui sont affectés dans les ambassades de France pour pouvoir permettre justement de faire cette liaison avec les autorités du pays. On va conclure là-dessus. Merci Vanessa Perret. Je rappelle que vous êtes procureure de la République anticriminalité organisée. Merci beaucoup. Tout de suite, on change de domaine. On va parler de la stratégie énergétique 2026-2035.
Le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie était très attendu. Il fixe les grandes orientations énergétiques de la France pour les 10 prochaines années, mais à peine publié, il se trouve fragilisé. Pour comprendre les enjeux, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Fourmont, associé chez Jantet. Adrien Fourmont, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de la stratégie pluriannuelle d'énergie qui était très attendue, comme je l'ai évoqué en introduction. Pour bien comprendre, que prévoit ce décret et pourquoi il est fragilisé juridiquement? Alors, la stratégie énergétique française est déterminée par ce qu'on appelle la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est sa troisième formulation depuis son origine. Elle nécessitait d'être toilettée et mise à jour compte tenu notamment du discours de Belfort du président de la République et qui a fait un peu un revirement finalement des orientations données à cette stratégie française. L'objectif, c'est de donner plus de souveraineté, booster les énergies renouvelables dans un objectif de soutien à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique et réindustrialiser. Donc ça donne un certain nombre de lignes directrices qui sont nécessairement critiquées et discutées, font l'objet d'un débat public. Bien sûr. Alors cette fragilisation, elle est pourquoi tout simplement parce que la loi prévoyait d'abord que ce soit un débat au niveau parlementaire et donc une loi de programmation avant d'avoir un décret d'application derrière. D'accord. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Il y a effectivement un recours, plusieurs recours même qui ont été soulevés devant le Conseil d'État. Sur quel fondement? Pour différents fondements, mais notamment le fait d'avoir omis de solliciter les parlementaires pour débattre de ce sujet au préalable. D'accord. Donc, on verra comment ce point sera tranché in fine. Mais ce qui est délicat, c'est qu'en attendant, tous les projets liés à cette mise en œuvre de cette programmation énergétique, que ce soit dans les énergies renouvelables... Tout est en stand-by, c'est ça? Non, mais peuvent être fragilisés du jour au lendemain à l'aune de la décision qui sera rendue. D'accord. Donc, c'est vrai que d'un point de vue des investisseurs qui cherchent de la stabilité pour le long terme, c'est pas un signal extrêmement sécurisant, extrêmement fort, même si, d'un point de vue politique, le ton est donné et les orientations sont données pour les différentes filières. Donc, on va revenir sur cette troisième PPE. Que contient cette PPE s'agissant du nucléaire, par exemple? Alors, ce qui est intéressant avec le nucléaire, c'est qu'il y a un véritable revirement de tendance dans le développement. L'objectif dans la précédente PPE, c'était d'arrêter progressivement le nucléaire. Donc là, on a au contraire décidé de le relancer, à la fois en soutenant le nucléaire existant et aussi en relançant de nouveaux programmes nucléaires, EPR de deuxième génération, et puis aussi les petits réacteurs nucléaires SMR de nouvelle génération qui font l'objet d'investissements dans une optique de plus de R&D. Donc, ce qui est intéressant avec le nucléaire, c'est qu'on le présente vraiment comme quelque chose de complémentaire aux énergies renouvelables, sachant que les énergies renouvelables, elles, sont déjà matures, déjà disponibles, et on peut les utiliser dès maintenant, alors que la problématique du nucléaire est plus sur quelque chose de long terme. Donc on se projette effectivement sur la deuxième période de cette PPE, puisqu'elle est en 2 périodes de 5 ans. Et donc ça nous donne une belle perspective. Et ça, c'était novateur par rapport aux précédentes PPE? Oui, tout simplement dans la mesure où la précédente PPE nous disait qu'on allait progressivement arrêter le nucléaire. Donc on avait désinvesti d'un point de vue industriel, d'un point de vue de l'emploi. On avait perdu finalement un savoir-faire progressivement et qu'il faut aujourd'hui pouvoir relancer et même accélérer si on veut tenir le rythme et
et les engagements qu'on a pris. Alors, autre point de cette PPE, les énergies renouvelables, qu'est-ce qui est prévu? Alors, il faut peut-être aller plus dans le détail au niveau des énergies renouvelables et voir filière par filière ce qui a été décrit. Ce qui est intéressant, c'est que notamment dans la filière de l'éolien offshore maritime, eh bien, on a maintenu une certaine ambition. C'est vrai que d'un point de vue de l'échelle, c'est beaucoup plus important en termes de production. Donc, on compte beaucoup là-dessus, mais on a pris énormément de retard. Donc, finalement, la PPE acte de ce retard, mais prévoit d'un point de vue opérationnel le redémarrage. Donc, c'est très bon d'un point de vue de la programmation des investissements et des emplois qui vont être à la clé, hein, pour maintenir ce tissu industriel local, très important. D'un point de vue de l'éolien terrestre, cette fois-ci, c'est vraiment un point d'arrêt, je dirais, sur cette filière, Pourquoi? puisqu'on favorise plutôt les projets de renouvellement des parcs existants, ce qu'on appelle dans le jargon le repowering, qui va être favorisé, même avec des bonus d'application dans les mécanismes d'appel d'offres pour le soutien de ces projets-là. Et donc, on voit que finalement, il y reste peu de place, même s'il en reste, pour de nouveaux projets. Donc, c'est un peu une déception pour les acteurs de cette filière qui, du coup, ont besoin sans doute soit de se diversifier ou soit de se tourner vers d'autres pays pour chercher à continuer à développer. Mais c'est vrai que, du coup, on va privilégier ce repowering en priorité. La filière photovoltaïque, elle est toujours soutenue, même si on la voit aussi un petit peu freinée. C'est vrai qu'elle Pourquoi les freiner? a beaucoup été développée ces derniers temps. Il y a un engouement très fort. Et donc, on conçoit cette PPE aujourd'hui plutôt comme un plafond à ne pas dépasser et des contraintes à respecter en termes de calendrier, plutôt que de vouloir y aller à fond. Donc, d'un point de vue de la transition énergétique, on pourrait être frustré en se disant on a un gros potentiel de développement, mais l'objectif, c'est de garder un certain équilibre. Et sur les énergies bas carbone, non électriques, qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est vrai qu'on parle moins de celles-ci, bien qu'elles soient très intéressantes, elles sont nécessaires pour réduire notre dépendance au carbone et donc aux fossiles. Et l'objectif, c'est de migrer un certain nombre de techniques, de technologies, notamment les réseaux de chaleur ou les réseaux de froid, pour valoriser la biomasse, pour valoriser la géothermie, par exemple, ou les énergies de récupération, comme le combustible solide de récupération, le CSR. Donc ça, cette fois-ci, c'est vraiment, je dirais, un gros enjeu pour ces filières qui étaient peut-être un peu moins développées jusqu'à présent et qui vont être soutenues de manière très efficace avec des mécanismes de soutien intéressants également. Donc, ça va certainement permettre, notamment au secteur industriel, de se rendre un peu moins dépendant des énergies fossiles. Pour terminer, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire de cette PPE? Alors, elle est perçue de manière assez favorable, même si elle est insuffisante en soi pour débloquer ce qu'on avait perçu comme étant une forme de moratoire ou de mode de stand-by sur le développement des énergies renouvelables, notamment. Elle est aussi très favorable pour le nucléaire, puisqu'elle va permettre de rentrer dans une phase de discussion avec la Commission européenne pour tout ce qui concerne les mécanismes de soutien économique sous-jacents. Donc ça, c'est effectivement un signal très fort, mais insuffisante parce que maintenant, il faut passer au mode opérationnel et engager les différents appels d'offres, les mécanismes de soutien, de subvention qui vont permettre aux filières de continuer à se développer. On va conclure là-dessus. Merci Adrien Fourmont. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Jantet. Avec plaisir. Tout de suite, on passe à un autre sujet. On va parler fiscalité locale. On poursuit ce Lex Inside, on va parler fiscalité locale, comment sécuriser ses bases fiscales avant contrôle, avec mon invité Marie-Cécile Clémence, avocate fondatrice de M2C Avocat. Marie-Cécile Clémence, bonjour.
Bonjour. Alors, on va parler ensemble de fiscalité locale, comment sécuriser ces bases fiscales avant contrôle. Tout d'abord, pourquoi en matière fiscale, le sujet central, c'est la base d'imposition? Alors, en matière de fiscalité locale, on compte à peu près aujourd'hui une cinquantaine de petites taxes. Mais les principales sont évidemment la taxe foncière, la CFE, dont on parle beaucoup. C'est un vrai sujet d'actualité qui faisait encore la une hier. CVAE, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, etc. La valeur locative, c'est la base d'imposition qui sert à déterminer aujourd'hui la taxe foncière, mais également la CFE. De sorte que si vous avez une erreur en matière de taxe foncière, vous avez également une erreur en matière de CFE. Donc le propriétaire paye trop ou pas assez, et l'exploitant paye lui aussi trop ou pas assez. Donc aujourd'hui, la base, c'est ce qui constitue l'essence même de l'imposition, alors que le taux, lui, est plutôt anecdotique. Chaque année, on a des augmentations de taux, plutôt dans l'ordre de 3 à 5%. Exceptionnellement, la ville de Paris avait augmenté en 2023 le taux de 50%, mais ça, c'est vraiment à la marge. Donc ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est la base d'imposition qui est le cœur, en fait, des impôts locaux. D'accord. Alors, comment vous conseillez vos clients sur cette question? Alors en fait, aujourd'hui, nos clients, ils viennent souvent parce qu'ils sont en phase de contrôle fiscal, jamais en prévention. Ce qui est dommage parce que les impôts locaux constituent la deuxième charge fiscale d'une entreprise, après l'IS. Et finalement, on s'aperçoit que les entreprises rencontrent énormément de difficultés, soit parce qu'ils n'ont pas de ressources en interne, soit parce que c'est une méconnaissance du sujet. D'accord. De sorte que les impôts locaux sont un peu les mal-aimés, voire vraiment les mal-aimés des fiscalistes et des directions fiscales. Donc, ce que vous observez, c'est qu'il y a de nombreuses erreurs dans les bases d'imposition qui sont erronées. Donc, concrètement, c'est quoi les causes principales, justement, de ces erreurs? Alors, il y a de nombreuses erreurs. Nous, avec le retour, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur les impôts locaux des entreprises et on constate entre 90% et 95% des entreprises qui ont des bases erronées. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire quoi, des bases erronées? Ça veut dire que soit ils payent trop, soit ils payent pas assez. D'accord? Donc aujourd'hui, il est essentiel de manager en fait ces impôts locaux. Et les bases, les bases sont issues en fait d'une déclaration. Je vous prends un exemple très simple. Chaque année, vous recevez votre avis de taxe foncière. Vous regardez simplement s'il y a une hausse par rapport à l'année dernière. Si elle est sensible, c'est-à-dire entre 0 et 5%, vous payez. Voilà. Et en fait, dans les directions fiscales, les directions financières, c'est la même chose. On va pas regarder du moment où on se dit c'est une hausse sensible, il y a rien de... Il n'y a rien. Et en fait, on laisse passer le sujet. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, soit vous faites un audit global, donc vous faites appel à un cabinet d'experts sur le sujet pour vérifier en fait les bases d'imposition. Soit vous avez l'équipe en place et là, vous diligentez également un audit général. Alors, c'est assez facile quand on est mono-établissement, ça ne prend pas forcément nécessairement de temps. Par contre, quand vous êtes multi-établissement, entre 10, voire, je prends l'exemple de la grande distribution, et que vous gérez 1600 établissements, là, c'est pas possible. Donc, il faut faire appel à un cabinet prestataire extérieur. D'accord. Et ça prend sur des entités comme un groupe de distribution, ça peut prendre combien de temps justement de rassembler les éléments? Alors, rassembler les éléments, quand on est assez structuré avec une direction immobilière, c'est assez simple parce qu'ils vont avoir des plans, ils vont avoir tous les avis d'imposition à disposition. Par contre, en fait, si à l'intérieur de l'établissement ou de l'entreprise, rien n'est structuré, là, c'est beaucoup plus long. Mais le plus long, c'est pas en fait récupérer les documents en interne, c'est obtenir des informations de la part des services fiscaux et pour de pouvoir les fiscale. analyser. Exactement. Parce que le risque après, c'est le contrôle fiscal. Le risque, c'est un redressement. Alors, comment on voit? Alors, c'est souvent comme ça que c'est vécu côté entreprise ou collectivité locale. Est-ce que ça peut être aussi l'opportunité de revoir justement ces bases d'imposition, comme vous le faisiez remarquer? Alors oui, c'est vrai, moi, quand mes clients m'appellent et me disent oh, « Marie-Cécile, mon Dieu, j'ai un contrôle fiscal », je leur dis « Mais rassurez-vous, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver ». Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que souvent, ils rigolent quand je dis ça. Mais
En fait, oui, il faut déjà les rassurer, mais c'est surtout, en fait, c'est un moment qui est dédié aux impôts locaux. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps, parce que les directions fiscales ne le font pas, prendre le temps d'analyser les bases d'imposition. Alors, il y a 2 solutions. Soit on a un rehaussement. Dans ce cas-là, on va partir dans la discussion avec l'administration pour organiser les impôts locaux, pour échanger sur certains sujets et arriver finalement à des bases fiscales justes pour le passé, mais aussi pour l'avenir. Parce que là, les entreprises sont de plus en plus dans la compliance et de se dire, nous voulons payer des bases justes et des impôts justes. Le rehaussement est acquis et les bases sont figées et ensuite on est OK sur le futur. La deuxième solution, c'est l'entreprise paye trop. Et donc là, on va encore rentrer en négociation avec l'administration fiscale, pouvoir obtenir des remboursements d'impôts sur le passé et avoir des bases fiscales justes et donc minimiser la charge fiscale impôts locaux pour les années futures. Et après, le remboursement, ça se fait assez vite parce qu'on a souvent des exemples avec les impôts où ça dure. Oui, alors entre le moment où l'administration fiscale prend position et émet les remboursements, il se passe quelques semaines, je dirais entre 6 à 8 semaines. Quelles sont les erreurs fréquentes que vous observez? Alors les erreurs, en fait, elles sont issues des déclarations. Soit, alors pour les locaux professionnels, par exemple, donc type bureau, clinique, école, etc., c'est une erreur sur soit les surfaces, soit sur la pondération des surfaces qui sont dédiées à l'activité et celles qui sont secondaires. On a des erreurs de catégorie aussi. Par exemple, une école qui est évaluée selon un tarif de bureau qui n'est pas du tout le même que celui d'une école. Et puis, pour les établissements industriels, en fait, ce que l'on voit souvent, en fait, ce sont des immobilisations qui sont déclarées à tort, alors qu'elles peuvent bénéficier d'une exonération. Et ça, on en a énormément dans les établissements industriels. Mais ça, c'est une méconnaissance de l'information globale sur le sujet, c'est quoi? Alors, en fait, ça vient essentiellement du fait que la déclaration, elle est souscrite par le service immobilier qui est en charge des travaux. Donc, ils font la déclaration, sauf que lui, le service fiscal n'est pas forcément informé de cette déclaration et ne va pas vérifier ou aller chercher les jurisprudences qui ont été très novatrices depuis 2021 et exploiter en fait ces jurisprudences. D'accord. Donc, parfois, c'est aussi des contraintes de temps, peut-être, on veut aller vite. Aussi, oui. Et beaucoup de méconnaissance du sujet. On va conclure là-dessus. Merci Marie-Cécile Clément. Je rappelle que vous êtes avocate, fondatrice de M2C Avocats. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.